C'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et restez avec moi en plateau, Jean-Baptiste Mananti, responsable des relations avec les organisations territoriales au Conseil national du numérique. On a parlé ensemble de l'inclusion numérique. On va y revenir un petit peu à la fin de l'émission, mais pour l'instant, c'est le moment de notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois. Bonjour. Mathieu Bourgeois, avocat à la Cour, associé chez Klein Vener, en charge de la pratique du droit de l'immatériel et du numérique et membre fondateur et vice-président du Cercle de la Donnée. Alors Mathieu, la dernière fois que vous êtes venu, on a commencé à discuter ensemble des travaux du Cercle de la Donnée sur cette question de la matérialité de la donnée. Je propose qu'on continue notre discussion et qu'on revienne peut-être là sur le point de départ, cette empreinte matérielle de la donnée qui est devenue une des grandes préoccupations de notre siècle. C'est quand même une vieille histoire. Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'est une vieille histoire et peut-être commençons par rappeler ce que c'est qu'une donnée. Alors, une donnée, c'est, comme son nom l'indique, c'est ce qui est donné. C'est la représentation du réel qui peut circuler. Alors, deux exemples. La chaleur, vous voyez, c'est un événement physique. Eh bien, ça va être capté par un capteur sensoriel sur l'épiderme d'un être vivant et ça va être transmis à son cerveau. Donc, on voit bien là que c'est une donnée, c'est-à-dire la sensation de chaleur est transmise au cerveau sous une forme biologique par le réseau nerveux qui n'est ni plus ni moins qu'un réseau de données. Deuxième exemple, vous voyez, un cerf, par exemple, qui a pour besoin de marquer son territoire ou de s'accoupler, va exprimer un son puissant qui s'appelle le brame. Il va bramer et donc il va être entendu par ses congénères et là encore, il va exprimer une donnée, là en l'occurrence auditive, qui va être perçu par ses congénères comme tel. Et puis terminons pour dire que nous sommes tous constitués d'un patrimoine génétique qui n'est ni plus ni moins qu'une gigantesque base de données. Donc c'est une très vieille histoire, la donnée c'est aussi vieux que la vie sur Terre. Alors l'empreinte de la donnée, puisque vous me parlez de la donnée mais de son empreinte, rappelons simplement que l'empreinte c'est l'impact de la donnée sur la nature et sur une population d'êtres vivants. Donc quand on parle aujourd'hui de l'empreinte de la donnée qui est devenue une préoccupation, on parle de ses conséquences sur les ressources naturelles et sur la santé humaine, physique d'ailleurs, et aussi psychique. Alors, on peut distinguer deux grandes périodes. En tout cas, c'est ce que le Cercle de la Donnée fait dans l'étude qui est en cours de rédaction. Alors, première grande période, c'est avant l'apparition de la technique. Alors la technique, on l'entend au sens ellulien. Vous savez, Jacques Ellul, ce grand sociologue qui a été un peu visionnaire sur les impacts environnementaux de la technique. La technique, c'est l'ensemble des outils et des procédés que l'être humain a inventés pour satisfaire ses besoins. Alors avant l'apparition de ces outils, avant l'ère technique, l'ère de l'outil, il y a eu l'ère de la nature pure et ça a duré des millions d'années. L'être humain a pendant des millions d'années vécu sans outils. Et bien avant cela, on peut dire que la donnée, sous la forme qu'on vient de la rappeler, était équilibrée, premièrement. Son empreinte était équilibrée parce qu'elle était proportionnelle à la population des êtres vivants sur Terre. Deuxièmement, elle était faible, cette empreinte, parce qu'elle était proportionnée aux capacités de l'être vivant. Et surtout, elle était régulée par des mécanismes d'alerte, tels que la fatigue, et de purge, tels que l'oubli. Un être vivant ne peut pas produire sans discontinuer des données. Au bout d'un moment, il est fatigué, il s'endort et il oublie. Et puis il meurt surtout. Et puis la dernière, justement, caractéristique, c'est que cette donnée, elle a une fin. C'est-à-dire que dans le cycle naturel, les êtres vivants naissent, vivent et meurent. Et lorsqu'ils meurent, la nature recycle infailliblement les fruits de sa production, puisque, vous le savez, les charognards sont là notamment pour recycler complètement, en fait, tous les fruits du vivant. Alors ça, c'était avant. Et le problème, c'est que, le sujet du jour en tout cas, c'est que après, il y a eu l'apparition de la technique et en particulier l'être humain a cette caractéristique qui est qu'il a voulu, pour satisfaire ses besoins, fabriquer des outils. Alors parmi ces besoins, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la communication. Donc pour communiquer, l'être humain a inventé le dessin, a inventé le langage, l'écriture, et puis il a trouvé des supports pour exprimer tout cela. Alors la paroi des cavernes, bien sûr, les grottes de Lascaux, vous savez, même il y a des dessins bien plus anciens, 40 000, 50 000 ans avant Jésus-Christ, et puis l'écriture, et puis l'imprimerie, et puis surtout les supports sont devenus de plus en plus techniques. Il y a eu l'apparition de la radio, de la vidéo, et tout ça, ça a créé une empreinte qui clairement n'avait plus de rapport avec celle naturelle, puisque là, pour le coup, la donnée persistait et la donnée polluait d'une certaine manière. Il y avait des déchets, évidemment. Mais ces déchets restaient dans une proportion qui était relativement acceptable, parce que les producteurs de données jusqu'au XXe siècle étaient faibles. Les imprimeurs n'étaient pas légion. Ceux qui consommaient la donnée n'étaient pas légion non plus. Tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire. Et encore une fois, acheter un livre, on ne le faisait pas tous les jours. Tout le monde n'était pas producteur et consommateur de données en même temps. La donne a changé avec l'avènement du numérique au tournant de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous le savez, la donnée numérique, ça a été en fait le grand changement. On a mis sous format binaire la représentation du réel, et ça a permis une rapidité de circulation et une facilité de stockage.
Et cette informatique s'est propagée dans les années 60, 50, 60, 70, à travers l'armée, les États, les entreprises, et puis dans les années 90, 2000, auprès des entreprises et des particuliers, et puis surtout, c'est la grande nouveauté des années 2010 et 2020, maintenant ce sont les objets eux-mêmes qui s'équipent en production de données. On parle d'objets connectés. Et donc tout cela, pour terminer sur ce propos, eh bien, ça a fait ressortir les singularités de la donnée numérique qui sont deux, au nombre de deux. Premièrement, la facilité de réplication et deuxièmement, la persistance. Vous savez, la donnée numérique, à la différence des données non numériques, elle se consomme sans se détruire. En fait, je peux vous transmettre ma donnée, je l'ai encore. Vous savez, c'est le caractère non rival. Finalement, c'est le succès interplanétaire, planétaire, du copier-coller, pas du couper-coller. Donc, on duplique la donnée sans cesse. Et puis, elle persiste, puisque à la différence du monde naturel, l'homme n'a pas pensé, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il va falloir qu'il fasse maintenant, à tuer la donnée. C'est-à-dire que la donnée ne meurt pas, en fait. La donnée vit éternellement, presque, enfin, tant que le support vit. Ce qui est un problème, puisque ça entre évidemment en conflit avec le caractère fini des ressources naturelles. Bon, on comprend bien de toute façon qu'on ne va pas pouvoir continuer encore 20 ans comme ça. Quelles sont, selon vous, les pistes à explorer pour être davantage sobre? Est-ce qu'un usage plus pertinent aujourd'hui de la donnée pourrait être une solution à la fois pour mieux nous administrer, ce qui fait écho à notre conversation précédente, mais aussi moins gaspiller, faire face à ce défi environnemental? Alors, avant effectivement d'évoquer cette piste que vous esquissez de la sobriété et du numérique responsable, en tout cas c'est une piste qui est évoquée de plus en plus aujourd'hui, rappelons, comme vous venez de le faire, mais peut-être en détail, l'ambivalence de la donnée. La donnée, c'est à la fois le problème et la solution. C'est un problème, on vient de le voir, parce qu'un usage immodéré, parfois même insensé de la donnée n'est pas tenable, clairement n'est pas tenable en termes énergétiques, en termes de fatigue, parce que je n'ai pas évoqué les conséquences sur la fatigue, sur l'addiction, sur le sommeil. Il y a des conséquences qui sont maintenant mesurées par les professionnels de santé, donc ça n'est pas tenable. Mais d'un autre côté, il est clair que la donnée peut être aussi en partie la solution, parce que mesurer effectivement l'empreinte de l'activité humaine, mieux nous administrer à grande échelle, la donnée est clé en fait. Il va falloir, on va avoir besoin de toute façon de la donnée. Donc elle est ambivalente. Et donc en réalité, la piste vers laquelle il faut se tourner, c'est considérer la donnée comme une ressource à gérer de manière durable et responsable. Il faut infléchir la tendance du big data pour aller peut-être vers ce que déjà depuis plusieurs années on appelait le smart data, donc utiliser correctement la donnée. Et là-dessus, vous voyez, je voudrais profiter de cette antenne pour simplement attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que ce sujet-là, c'est le parent pauvre des politiques publiques. Vous voyez, on a beaucoup parlé de la 5G en expliquant que si on n'y allait pas, on allait retourner au Moyen-Âge. Il faut mettre dans le débat, je ne dis pas qu'il faut forcément ne pas y aller, mais il faut vraiment mettre dans le débat de la 5G et de tous ces sujets technologiques l'usage qu'on en fait. Parce qu'en fait, la 5G n'est ni bonne ni mauvaise, mais par contre, si elle aboutit à une explosion du volume de données, parce que clairement c'est ce qui est tout à fait possible, à une explosion de la consommation de données, alors c'est peut-être funeste. Donc c'est un parent pauvre des politiques publiques, cette réflexion sur l'usage de la donnée, et je pense qu'il y a deux grandes choses sur lesquelles les pouvoirs publics et les citoyens doivent réfléchir, c'est la gratuité. Il faut peut-être revenir sur la gratuité de l'usage de la donnée, parce que c'est peut-être un des nœuds du problème. Et deuxièmement, il faut peut-être instaurer des vacances numériques, ou en tout cas une déconnexion, une véritable déconnexion. Alors, par des normes ou des lois, c'est pourquoi pas, mais peut-être et avant tout par une conscience citoyenne. En fait, il faut en finir avec l'indifférence citoyenne sur ce sujet. Et pour terminer sur la question que vous me posiez, c'est-à-dire la piste à explorer, moi je crois à titre personnel que c'est la sobriété et le numérique responsable, la piste à explorer. L'idée, c'est qu'il vaut mieux choisir que subir. De toute façon, la sobriété, on va devoir s'y mettre. Donc moi personnellement, je préfère l'anticiper et la choisir. Et un peu à l'image, vous voyez, d'une route qui serait encombrée, on a aménagé depuis longtemps une voie de secours pour les véhicules d'urgence, d'accord, depuis longtemps. Oui. Il n'est pas question que des embouteillages empêchent quelqu'un d'arriver à l'hôpital à temps. Eh bien, je crois que pour le numérique, il est temps d'avoir cette réflexion. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que parce que des gens utilisent sans discontinuer de manière immodérée des jeux vidéo, moi, je ne peux plus, utiliser le numérique pour des usages essentiels. Ah, vous revenez sur la neutralité du net, là, Mathieu Bourgeois. Il va peut-être falloir réfléchir. La neutralité du net, le problème, c'est que c'est vrai qu'à mettre tous sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire des usages qui sont essentiels et des usages qui sont inessentiels, on va peut-être avoir un problème de bande passante. Eh bien, de toute façon, ça, ce sera un sujet de débat dans Smart Tech, bien évidemment. Merci beaucoup, Maître Bourgeois du Cercle de la Donnée, pour vos réflexions régulières sur l'impact de la donnée dans notre société. Et on reste ensemble avec Jean-Baptiste Mananti pour notre prochain sujet, c'est notre regard sur où va le web.